L'hôtel était dans les 40 derniers hôtels sur TripAdvisor dans tout Paris. On a été élu numéro 1, meilleur hôtel de France sur TripAdvisor, basé sur les commentaires clients. J'écoute pas ce qu'on me raconte sur le chemin, ça arrivera jamais, c'est pas comme ça qu'on fait, mais il est complètement fou. Pour moi, un hôtel, ça se vit comme une pièce de théâtre, comme un divertissement avec un début, une fin, des rebondissements, des surprises, et on ressort et on y pense encore pendant des jours et des jours. Et j'ai triplé le chiffre d'affaires en 3 ans. C'est ça ma volonté, c'est de me différencier pour ajouter de l'intangible sur mon immobilier. 100% de mes séjours sont personnalisés. Les gens pensent que le mur vaut beaucoup et que le fond vaut peu, comme une sandwicherie. En hôtellerie, c'est 50-50. Voilà, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui ? Il faut se battre, il faut faire des offres en 24 heures, non, en 30 minutes. C'est quoi ton point de vue par rapport à ce marché qui est en plein boom, qui est en train de se développer aussi dans les grandes villes ? Moi, je suis persuadé qu'il y a un boulevard dans l'appart-hôtel, mais ça reste entre nous, il ne faut pas trop ébruiter. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Hello Aziz, bienvenue. Bonjour Lorraine, merci beaucoup de m'accueillir. Trop contente de t'avoir au micro de Capital Immo aujourd'hui. Donc on va parler de ton parcours, on va parler de ton groupe. Toi, tu viens d'une famille d'hôteliers, donc depuis quelques générations. Voilà, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es arrivé ici et surtout quelles sont les ambitions aujourd'hui que tu portes qui sont assez nombreuses et pas mal de pistes de développement en ce moment avec une actualité riche. Donc, raconte-moi un peu ton parcours, tu viens d'où ? Merci beaucoup Lorraine. En effet, je viens d'une famille d'hôteliers depuis 3 générations, depuis mon grand-père. On a commencé dans l'hôtellerie à Paris, rue de Bassano, dans le 16e, 8e, près des Champs-Élysées. Belle adresse. Merci. Moi, de mon côté, je n'étais pas spécialement destiné à faire de l'hôtellerie. J'ai étudié, j'ai fait des maths, de la physique, de l'informatique. J'ai fait un petit passage en finance de marché. J'ai vite compris que je n'allais pas avoir d'impact sur le monde aussi positif que je souhaiterais dans ce milieu. Donc, j'ai divergé vers du conseil en stratégie. Et j'ai fini par rejoindre la famille par besoin. Il y avait une des 2 unités dans le 9e vers Métro Cadet que mon père avait besoin de repositionner parce qu'elle allait mal, tout simplement. Après 25 ans, elle était en bout de course. Donc, ton grand-père, c'est un hôtel que ton grand-père avait déjà... à l'époque, qui est passé dans les mains de ton père, et donc il y avait des difficultés financières, c'est ça à l'époque ? C'est ça. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais fait mes premières réunions de chantier sur cet hôtel qui s'appelait Hôtel de l'Océan, un petit 3 étoiles, bed and breakfast, Square Montolon, vers rue Lafayette. J'avais 12 ans pendant mes premières réunions de chantier là-bas. Je faisais des courses de chariot de linge dans les sous-sols. Je connaissais... j'accompagnais... On est une vraie famille d'artisans, d'entrepreneurs, quoi. Je passais les samedis et les dimanches dans les hôtels. Donc, je te dis que je n'étais pas destiné à faire de l'hôtellerie. C'est pas vraiment exactement vrai. T'as grandi avec. J'ai grandi. Je faisais j'allais piquer les Toblerones aux femmes de chambre. Je connaissais chaque recoin de l'hôtel. Ouais, c'est ta deuxième maison quelque part. T'as grandi. Exactement. Et de l'autre côté, moi, je suis d'origine tunisienne. Je suis né en Tunisie, j'ai grandi en France, mais je garde ma culture orientale, cet art de recevoir. En Tunisie, la moitié de l'appartement est dédié aux invités et on l'ouvre que les jours de réception. Et donc recevoir, c'est central. Et c'est ce que j'ai repris. Ok, donc ça fait partie de ta culture familiale. Et donc ce premier hôtel, tu arrives à un moment, donc toi à l'époque tu es consultant en stratégie et ton père te demande de l'aide. Comment ça se passe la transition ? 3 bilans déficitaires successifs, l'hôtel va pas bien, mon papa est un peu âgé, commence à être un petit peu plus fatigué. Il me dit écoute, viens voir, t'en as pour 3-4 heures. Et ça fait plus de 4 ans que j'y suis. J'ai vu les bilans qui allaient mal, j'ai compris que c'était pas une histoire d'une demi-journée. J'ai réfléchi 24 heures et le lendemain je lui dis ok, mais dans mes conditions. Je laisse ma carrière et je fais un virage à 180 seulement si je peux faire l'hôtel de mes tripes, l'hôtel qui me fait rêver. Et j'ai réalisé pendant ces 24 heures, dans la nuit, entre le moment qu'il m'a demandé et le moment où je lui ai répondu, que j'étais fait pour ça. Moi, ce que j'aimais, c'était recevoir. C'est raconter des histoires. Depuis que je suis gamin, je mets en scène des choses. C'est raconter des histoires, c'est créer des expériences. C'est créer comme un livre. Pour moi, un hôtel, ça se vit comme une pièce de théâtre, comme un divertissement avec un début, une fin, des rebondissements, des surprises. Et on ressort et on y pense encore pendant des jours et des jours. Et c'est ce que je voulais faire, moi. Je voulais vraiment créer... une expérience hôtelière, une expérience d'hébergement qui laisse une empreinte émotionnelle.
Ok, super intéressant parce qu'effectivement, tu vois que quand tu voyages, ce qui te marque positivement ou d'ailleurs dans le mauvais sens, hein, ça peut marcher évidemment quand tu reçois enfin voilà, quand tu es mal Mm. installé, mal logé, tu gardes souvent un goût amer de tes Bah voyages oui. et ça te gâche un petit peu le plaisir effectivement, alors qu'à l'inverse, les bonnes expériences, ce qui contribue complètement à créer tes souvenirs de vacances. Assez inoubliable. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Donc, toi, tes premiers hôtels, tu te lances dans l'aventure, tu te formes. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, tu vas reprendre les rênes sur la partie opérationnelle. Tu regardes vraiment dans les détails, la gestion humaine. Comment ça se passe quand tu prends les rênes de cet hôtel? Moi, j'arrive, j'y connais rien. Mm. Je connais rien à ce métier. J'ai fait du conseil, j'ai fait de la finance. J'ai une start-up en e-commerce entre-temps. Ok. Donc, je connais les maths, la physique, Mm. l'informatique. J'arrive sur le terrain. Tout ce que je sais, c'est que je sais le résultat. Je connais l'expérience et les émotions que je veux que mes clients ressentent. Donc, j'y vais comme ça, bête et méchant, un petit peu Mm. borné. J'écoute pas ce qu'on me raconte sur le chemin. Tu n'y arriveras jamais. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais il est complètement fou. Mm. Et je je fais mon petit chemin et je construis le devant de la scène. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux que le client ressente. Et petit à petit, derrière, j'utilise ce que j'ai appris en conseil, ce que j'ai appris en MBA, ce que j'ai appris dans mes expériences précédentes Mm. Mm. pour faire un système de gestion hôtelière sur le derrière de la scène. Et je traverse. Voilà, il faut que j'emprunte 5 bars sur un bilan déficitaire. Ah oui, donc Il là, faut les que j'ai un banquiers. banquier qui me fasse Mm. confiance. Covid. Ah oui, pendant le Covid, là, c'est à Pendant ce le moment-là. Covid, Mm. il me faut une rallonge de cash pendant le Covid. Les banquiers sont comme ça. Mm. Ils prêtent pas pendant un an, les ouvriers posent des outils. Donc j'ai toute la Mm. complexité. Je peux pas raconter ça à mes équipes. Tout le monde compte sur moi. Je connais, T'as combien je d'employés à ce découvre. moment-là enfin, c'est un hôtel qui fait quelle taille? Combien d'employés? L'hôtel fait 50 chambres, petit boutique hôtel, Mm, rue Lafayette. Donc à l'époque, on était les 4-5 premiers dirigeants. Mais mm, voilà, ils comptent un peu. C'est eux qui vont construire, qui vont créer l'offre avec moi. Donc mm, mm, voilà. Donc j'avance, je crée l'expérience client que je veux créer. J'ai ma vision. J'ai su d'un revers de manche les critiques et les réponses de c'est pas comme ça qu'on fait. On ne mm. fait Ouais, pas comme ça. Et je mm, construis en touchant au volet RH, en touchant au volet système et en touchant au volet marketing et storytelling. ok. Avance rapide. Aujourd'hui, l'hôtel, 2 ans, 3 ans après l'ouverture maintenant, on a été élu numéro 1 meilleur hôtel de France sur TripAdvisor, basé Ok. sur les commentaires clients. Donc les clients nous ont élus meilleur hôtel, toutes catégories confondues du pays. Impressionnant. Donc sur des milliers et des milliers d'hôtels. Sur, Je sais oui, pas, plus de 10 000 plus de hôtels. 10 000 hôtels, je Ouais. pense, ouais. Avec les palaces, avec Bravo. voilà, toutes catégories confondues. Parce que nous, on a une approche customer-centric. On commence par le client et moi, je m'attache aux émotions. Ça Mm, fait mm. très, on sort les violons et voilà, mais Non, c'est mais vraiment c'est de une là que je réalité, hein. commence. Mm. Moi, Bah, pour avoir été dans ton hôtel, effectivement, tu ressens quelque chose de très particulier chez Maison Mère quand tu rentres. Tu as ce sentiment un peu de maison de famille où ouais, tu as une atmosphère assez chaleureuse et tu le ressens avec tes salariés que tu as certainement dû former. Alors Hmm. raconte-moi un petit peu comment tu crées ça, justement. On a démarré d'une chose, c'est-à-dire les émotions que les clients vont ressentir, de manière très Mm. pratico-pratique, des instants clés. Le moment où tu pousses la porte de ta chambre et tu découvres ta chambre avec la mise en place. Toute mon enfance, ça m'a laissé des impacts émotionnels ici. Et du Mm. coup, j'ai scénographié ces moments-là. Et je suis parti donc de mes clients. On a toujours tout commencé par définir les 12 personas marketing. À quoi vont ressembler les 12 types de personnes qui viennent chez nous? Le business qui voyage le week-end, la famille avec jeunes enfants, le Mm. groupe d'amis. Et pour ces 12 personnes, on allait jusqu'à leur trouver des noms, des situations familiales. Et pour chacun et chacune, on a compris leur goût. Et aujourd'hui, ils existent avec nous, on y pense. Mm. Et on a un parcours client pour chacune de ces 12 personas marketing. C'est-à-dire que la réception, le check-in, elle va se passer différemment pour une famille avec jeune enfant ou pour un business. Ou Mm. Mm. dans la chambre, il aura des goodies différents. Et on a déroulé tout ça et on l'a adjoint à l'identité de la maison. On a le Ok. client et on a qui est l'hôte, qui est la personne cachée derrière Maison Mère. Parce que comme tu disais, c'est une atmosphère Mm. très personnelle. Maison Mère, Mm. c'est maison et maman.
C'est l'anti-hôtel, c'est l'anti-commerce. Ouais, c'est vrai. À quoi ressemble cette personne? Qu'est-ce qu'elle aime? Qui elle est? Et comment tu le fais dans la pratique? C'est-à-dire que tu te renseignes, il y a un traitement de la data, est-ce que c'est automatisé, c'est personnalisé? Comment tu formes tes équipes à ça, justement, une fois que tu as posé tes process? Une fois qu'on a posé déjà le positionnement, qui est-ce qu'on est, Maison Mère, cette personne qui a un pied dans la tradition, un pied dans la modernité, qui a un côté un peu rebelle, qui connaît les règles de bienséance, mais en même temps qui sait y tourner le dos et faire des bêtises. Une fois qu'on a identifié nos personas marketing, ça c'est de la théorie. Ensuite, dans la pratique, on récupère beaucoup de data en posant des questions à nos clients. Avant qu'ils arrivent, avec plein d'outils. On travaille avec, on est un bon client. Là, j'étais dans un grand salon hôtelier qui se passe en ce moment. Et Maison Mère est assez connue parce qu'on a pas mal d'outils. On utilise un open API, un système très ouvert qui fait qu'on connecte beaucoup d'outils entre eux. Et ça nous permet de faire circuler la data du pré-stay jusqu'au post-stay. Et de récupérer des données à plusieurs jalons, à J-10, J-7, J-3. Et ensuite, une fois que le client est on-premise et sur place, les équipes prennent le relais de l'outil et on parle avec les clients et tout le monde a l'incentive à papoter avec le client. D'accord, donc il y a aussi jusqu'au système de rémunération de tes équipes, tu as intégré ce côté personnalisation à l'extrême non, mais c'est de manière très positive. Hein. Ah oui. Je trouve qu'effectivement, c'est un système qui est très marqué, très fort. Donc tu sens une vraie personnalité. Et j'imagine que ta vocation, on va en parler derrière, c'est de déployer ça à plus large échelle. Une fois que tu as posé ces process. En termes de chiffres, aujourd'hui, Maison Mère, c'est la durée moyenne de nuitée. Enfin, comment le taux d'occupation, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes chiffres? Ouais. Je peux te répondre sur l'aspect RH un peu plus tôt. On parlait d'un système de gestion hôtelier. Donc, tu as l'expérience client, c'est la première partie avec le ressenti, le marketing, le devant de la scène, la personnalisation. Chaque séjour se passe de manière différente. 100% de mes séjours sont personnalisés. Je vais savoir quand tu viens chez moi, je vais savoir si tu as un enfant, s'il est fan de Spider-Man, s'il est fan de Mickey. Je vais savoir si tu viens pour la deuxième fois à Paris, si on t'a demandé en mariage à Montmartre autour d'une certaine pâtisserie. Et je vais me Des débrouiller. données publiques, parce qu'après, effectivement... ce qui est public, parce que j'ai une équipe de 3 personnes qui fait des recherches sur les réseaux sociaux, ou ce que tu as pu raconter avec nos personnes. Ouais, c'est du stalking. Tu stalkes tes clients, j'ai compris. Ou si tu viens, par exemple, moi j'ai deux meetings quotidiens entre mes chefs de service pour échanger ce qui s'est raconté entre le client et mes équipes. Si tu arrives plein milieu de la nuit et que tu racontes cet épisode à Montmartre il y a 10 ans au veilleur de nuit, le lendemain à 9h, il y a une première réunion d'équipe avec mes guest managers, mes guest heroes, qui vont circuler. Le client de la 505 m'a parlé de telle pâtisserie, le client de la 404 était fatigué hier, et du coup on a comme un organisme unique. On parle à une personne, l'autre personne est au courant. Le petit déj on a une machine à imprimer sur les cappuccinos ou sur les chocolats chauds, et on peut écrire bonne journée Gaspard à Disney avec un petit Mickey parce que le veilleur de nuit l'a appris. Et ça, pour permettre ça, 100% de mise en place, on a bien entendu de la tech. Parce que les palaces le font, mais moi, en 4 étoiles, avec un prix moyen à 300 €, il faut que je le semi-automatise. Donc moi, j'ai 30% de mes process admin qui sont semi-automatisés pour pouvoir libérer du temps à mes équipes pour se concentrer sur l'important, c'est-à-dire connecter avec les clients. Ouais, c'est super intéressant. Et ce que j'identifie, c'est qu'effectivement, en peu d'années, puisque on parle sur un 3-4 ans, c'est ça ? Troisième année, ouais. Troisième année, donc cette processisation, alors c'est moche comme nom, mais cette mise en place de tous ces process et de cette surcouche, alors c'est pas du marketing, c'est vraiment réellement de l'expérience et de la personnalisation pour tes clients. Ça se traduit côté chiffres, et si on parle vraiment rendement, bilan aujourd'hui, en 3 ans, tu multiplies tes chiffres, donc ton bilan déficitaire que tu récupères de ton père. Comment ça se traduit aujourd'hui en chiffres d'être le premier hôtel de France? Ouais. Comment ça s'explique dans un bilan? J'ai triplé le chiffre d'affaires.
Ok, en 3 ans. En 3 ans. Ouais, c'est impressionnant. Et avec un peu de CAPEX, mais les travaux n'expliquent pas tout ça parce qu'il faut se dire en fait qu'on a les mêmes boîtes, les mêmes immeubles avec les mêmes tailles de chambres. Ouais. On a triplé le chiffre d'affaires, on a un EBE qui était négatif et qui aujourd'hui dépasse les 50% si on se concentre sur l'hébergement seul et entre 40 et 50% pour l'unité entière avec le F&B. On a 40% de notre chiffre d'affaires qui est vendu en direct. Aujourd'hui, c'est ma casquette e-commerce qui m'aide à apporter ça. Donc hors plateforme, pour ceux qui nous écoutent, de type Booking, Expedia, etc. Donc vraiment en organique, pur, du bouche à oreille, soit des gens qui reviennent, etc. Mon site web de l'e-commerce. Okay. Mais si on y réfléchit 2 secondes, on est une des rares industries qui a besoin d'un tierce parti pour se faire distribuer en ligne. Et ça, tu trouves pas ça délirant? Alors qu'en hôtellerie, on n'a pas de problématique d'expédition, de retour, de logistique. Et pourtant, on a besoin de distribuer à travers les online travel agencies qu'on connaît tous. Et ils prennent 20% de commission sur notre chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, la concurrence est tellement forte et puis maintenant, évidemment, les moteurs de recherche contribuent à faire jouer ça parce que très cher de faire de l'acquisition en ligne. Donc évidemment, des boîtes comme Booking et Expedia en jouent. Parce qu'on est des commodities. Exactement. Ouais. Beaucoup d'industries sont concurrentielles et nous on est des commodities. On est une combinaison d'un prix, d'une dispo, d'un emplacement. On est sur un ring et le client nous compare en cliquant sur un bouton. Moi, ma volonté, c'est de faire un produit différencié. Comme une femme qui choisit un rouge à lèvres, elle ne choisit pas pour la couleur et la texture uniquement, elle choisit pour la marque. Est-ce qu'elle se reconnaît dans la communauté? Est-ce qu'elle croit aux valeurs de cette marque? Qu'est-ce que cette marque raconte? Et moi, c'est ça ma volonté, c'est de me différencier pour ajouter de l'intangible sur mon immobilier. En hôtellerie, c'est la combinaison d'un mur et d'un fond qui sont très souvent ensemble et peu dissociés. On est valorisé par un multiple de chiffre d'affaires. Donc mon immobilier ne vaut pas un prix au mètre carré, il vaut un multiple de mon CA. Mon CA aujourd'hui, je l'ai triplé, sans augmenter la surface. Donc j'ai triplé, grosso modo, la valeur de mon entreprise par de l'intangible. Qu'est-ce que l'intangible? De l'histoire, de l'humain et une expérience client. Et tout ça, ça tient sur plusieurs choses. Ça tient sur de la tech, des process et de l'humain. Ouais. Et les RH sont un élément clé, avant même tout ce que j'ai cité plus tôt, de notre métier, de notre offre. Et toi, effectivement, tu as une équipe qui est assez jeune, que tu accompagnes, que tu formes. Ce que tu me disais précédemment, toi, tu as pris le parti de vraiment avancer avec tes équipes et de les intégrer dans un système, effectivement, qui est assez fort, avec des process, tu capitalises en fait sur la jeunesse et l'envie et la passion aussi, j'imagine, de l'hôtellerie de tes employés. Le recrutement, c'est la chose la plus centrale. Nous, on est, je pense, tout le monde va te dire le RH est un avantage compétitif, mais chez nous, notre service, notre produit, ce sont nos personnes. C'est pas moi qui vais accueillir chacun de mes clients et je peux en parler avec autant de passion que je veux. Si je ne transmets pas ma bienveillance et ma passion à mes équipes ne transmettront pas ça aux clients. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir 65% de mes chefs de service qui proviennent de l'alternance. Oui. J'ai une approche un peu non conventionnelle. J'ai un ratio d'1 pour 1, un alternant stagiaire pour un fixe. Et aujourd'hui, mes alternants stagiaires sont le vivier de mes chefs de service. Et chez moi, ma directrice commerciale, par exemple, est passée de alternante à chef de service, directrice commerciale. Gouvernante générale, idem. De stagiaire à gouvernante générale. Et aujourd'hui, moi, j'ai des personnes que je recrute à la passion. C'est une des choses que je n'outsource pas, que je ne délègue pas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au développement, je suis en train d'ouvrir de nouveaux hôtels. Et pourtant, chaque stagiaire qu'on recrute passe 1 heure avec moi autour d'une table. Ok. Parce que c'est cette personne à qui je vais faire confiance ensuite, qui sera mon émissaire, qui va représenter Maison Mère et qui va accueillir mes clients. Et pour être numéro 1 sur TripAdvisor dans tout le pays, il faut n'avoir aucun loupé. Il faut que chaque client soit accueilli comme un VIP. Et une fois que le recrutement est fait, on a fait 20% du boulot. Il faut onboarder. Ouais. Bien sûr, tu formes à tes process et d'où l'automatisation et l'importance des process de gestion que tu as mis en place aussi avec tes outils. Moi, j'aime bien l'image du train. Le train, on le pose sur des rails, il peut avancer ou reculer. Les process, c'est ça. Moi, je ne crois pas dans le freestyle et l'humain avant tout. L'humain avant tout, mais pour permettre à mes équipes de se concentrer sur l'important, il faut leur enlever
toute source de questionnement secondaire. Donc les process permettent de cadrer les choses pour qu'ensuite ils puissent s'éclater avec les clients. Mais une fois qu'on recrute les bonnes personnes, il faut les nurture, il faut les faire grandir et il faut les mettre, leur donner une vision. Donc moi, ça commence dès l'onboarding. Quand quelqu'un me rejoint à 19 ans, sa première expérience avec nous, c'est un repas dans un restaurant gastronomique, qui est d'ailleurs le 10e restaurant de tout Paris, le restaurant de l'hôtel Nectar, et 10e sur 13 000 restaurants dans Paris. Très fort aussi. Qui a ouvert quand, en plus, en 3 ans? Qui a ouvert, non, il y a beaucoup moins, il y a un peu moins de 2 ans, là, assez récent. Et donc, il y a donc une recette qui est propre à ton groupe, et donc ça nous permet de faire la transition justement sur comment aujourd'hui tu vas pouvoir extraire, développer à plus grande échelle cette recette quasiment magique qui est ta secret sauce un peu personnelle. Quels sont les enjeux pour toi de demain sur ton groupe? Je sais que tu as des velléités d'acheter des nouveaux hôtels, mais pas que des hôtels d'ailleurs. Et tu en parlais d'un concept que je trouve très intéressant aussi, para-hôtelier, avec ces concepts marketing dont tu as aussi un peu le secret, parce que tu me parlais de maison d'hôte urbaine. J'aime beaucoup l'idée. Et effectivement, où tu en es aujourd'hui, il y a 2 hôtels qui font partie de ton groupe. Donc c'est un moment important de ton histoire, puisque tu démarres l'accélération maintenant que tu as prouvé l'efficacité de tes process, l'efficacité de... tu as un peu d'intériorité maintenant et d'expérience. Donc c'est passage à l'échelle aujourd'hui. Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, on a 2 hôtels dans la famille, dans le groupe TK Investissement, où je suis associé avec mon frère et avec ma maman. Et aujourd'hui, je suis en train de créer Moon Hospitality, qui est un groupe d'hôtellerie expérientielle, qui sera une filiale de TK Investissement. Alors, recette magique, je ne sais pas, mais je pense qu'on a compris quelque chose sur les attentes des clients. L'expérience, la différenciation. Je pense qu'on a réussi à mettre en place un système de gestion qui rende ça scalable. Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai une obsession. Les équipes, je les ai rendus fous, me disaient, mais pour 50 chambres, pourquoi tu veux qu'on fasse tout ça? On est allé jusqu'à développer un petit outil maison qui permet de suivre en direct mes food costs, notre classement et combien de temps met une femme de chambre pour cleaner une chambre. Donc, on a un système de gestion entre RH, process et tech. Et de l'autre côté, on a les attentes clients. Maintenant, ce que je veux, c'est extraire ça de cet hôtel et le déployer sur d'autres unités. Et la vision, c'est un groupe à ambition européenne, française et parisienne pour commencer, sur plusieurs tailles d'actifs. Et on a une approche un peu anticonventionnelle. Beaucoup d'invest ou de développeurs ou d'hôteliers cherchent l'actif, achètent l'actif, font la rénov et à la toute fin vont te dire « Ok, on va l'appeler l'hôtel Mélodie » et là, il y aura des hot dogs en forme de notes de musique et là, il y aura... Non, moi, je commence toujours customer-centric. Le client, l'expérience, et derrière ça, on va chercher les actifs. Mais on a fait... Alors, c'est-à-dire, d'abord le client, une fois que là, tu es dans cette optique de dire je vais développer des nouvelles unités, c'est-à-dire que tu vas étudier d'abord, par exemple, si tu regardes un actif dans tel quartier, tu vas regarder Qu'est-ce que tu regardes en premier? On travaille en parallèle. Il y a trois gammes qui se jouent en parallèle. La première, le sourcing, comme tout le monde. La deuxième, l'investissement, le financement. Et la troisième, l'hôtel studio. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de développer 7 marques, 7 expériences clients, 7 cibles. Et chacune de ces marques, expériences clients cibles, se déploie sur un type d'actif. Et quel que soit l'actif que je regarde, qui existe, on couvre un large spectre dans l'hôtellerie urbaine, rentrera dans un de ces 7 produits. Un exemple, tu parlais de... C'est un de mes préférés. Tu parlais de... je ne sais pas pourquoi ce concept m'a parlé tout de suite quand tu me l'as présenté. 70% des hôtels à Paris qui existent sont des petits hôtels, des boutiques hôtels. Et aujourd'hui, Maison Mère, par exemple, ou un plus gros hôtel où on peut nous se retrouver à aller boire un verre, dépend d'une grosse capacité. Si on veut avoir des restos, des bars, des rooftops, il faut avoir beaucoup de chambres. Les hôtels de taille plus modeste, une trentaine de chambres, ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de F&B. Le F&B est gourmand en OPEX et peu rentable. Donc, food and beverage, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le jargon. Donc, c'est vraiment ce qui va concerner, ce qui va avoir trait à la restauration dans les hôtels. Et oui, et la restauration est gourmande en OPEX, en coût opérationnel. Et peu rentable, mais pourtant la restauration, c'est ça qui apporte la touche un peu sympa et lifestyle d'un hôtel est fun. Donc comment faire un petit hôtel
qui représente 70% des hôtels disponibles dans Paris. Donc quand on va les sourcer, on va tomber 7 fois sur 10 sur un petit hôtel qui ne permet pas d'avoir un bar sympa, un resto. Comment créer de l'expérience sans avoir la capacité de faire de la restauration? Nous, on veut faire un gîte urbain, une maison d'hôte parisienne, pour commencer, une maison d'hôte urbaine. Donc c'est ce petit hôtel de 30 chambres. On imagine qu'il est tenu par une grand-mère, on va l'appeler Gisèle par exemple, je sais pas. Une personne qu'on retrouve comme quand... Figure rassurante. La petite figure rassurante qui tient un business passion, qui a ouvert, ça aurait pu être à la campagne dans une petite ville, mais elle a choisi Paris et ce quartier spécifique parce qu'elle adore ce quartier et elle accueille ses invités uniquement par bouche à oreille et la maison est empreinte de ses souvenirs, de sa longue vie. Elle connaît le quartier, elle est connue dans le quartier. On la voit le matin, on la voit le soir, on petit déjeune sur des grandes tables avec plein de clients tous ensemble. Le wine and cheese est offert, le goûter est inclus. Ça y est, tu nous as embarqués. et ça, c'est chouette parce que l'histoire, elle colle aux contraintes opérationnelles. On a souvent le même réceptionniste qui est là le matin, le soir. Le F&B, j'ai pas de staff pour l'opérer, mais du coup, j'offre tout, ça me coûte pas grand-chose. Et voilà, et je mets en regard, vis-à-vis des contraintes opérationnelles, les besoins clients et une histoire. T'en fais une force. Et j'en fais une force. Effectivement, tu compenses des failles qui pourraient... être un actif avec justement des défauts et difficile à exploiter si tu pars d'un mode traditionnel en fait d'exploitation, et avec ta créativité et ton concept t'en fais quelque chose qui peut dépasser les rendements même espérés évidemment sur ce type d'actif, en créant une expérience, donc avec ce côté intangible, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. On n'a pas inventé l'eau tiède, on a démarré par le client. C'est comme les 3 serrures d'un coffre-fort qui clic, 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 tout s'aligne, l'expert client et les ops et l'actif en lui-même. Et alors pour parler côté financier, donc aujourd'hui tu es dans l'optique de développer ton groupe, donc d'ouvrir ton capital. Comment tu veux financer? Donc Moon Venture aujourd'hui, c'est une société qui a vocation à ouvrir son capital, à financer des opérations peut-être en co-investissement, donc en club deal, on en a parlé déjà, toi et moi. Mais effectivement, l'enjeu pour toi, ça va être d'intégrer des partenaires financiers à ton groupe qui vont t'accompagner dans ta croissance. Des co-investisseurs. Moon Hospitality est une société de gestion. TK Investissement, la société familiale, opérateur et propriétaire hôtelier depuis 1972. Et l'idée aujourd'hui, nous, on désire accélérer et s'associer avec des investisseurs stratégiques ou des investisseurs qui veulent juste faire un placement en deal par deal. Mais toujours où la maison familiale sera investisseur. Donc toi, tu vas investir, tu vas trouver, prenons un cas concret, tu as un actif que tu as identifié, par exemple à Paris, ensuite on verra plus tard, qui va rentrer dans une de tes 7 chaussures, je dirais. Et donc, tu vas avoir ton business plan. Qu'est-ce que tu promets, entre guillemets, alors, promesse de retour sur investissement aux investisseurs. On parle de ROI cible, TRI cible, pardon. Et aujourd'hui, tu vises quel type de rendement? Une douzaine de pourcents. Avec un plancher à 9-10%. Mon approche est assez différente d'autres gestionnaires de fortune qui proposent des produits. Moi, aujourd'hui, je mets mes sous personnels avec mon frère et ma maman dans chacune des unités. Et moi, j'aime dormir la nuit. Et moi, je n'aime pas les BP tirés dans tous les sens pour montrer 14 points, pour montrer 12 points. Et donc ça, c'est l'avantage. Aujourd'hui, un hôtel avec un sous-jacent immobilier à Paris qui fait 9%, c'est très honorable. On regardera. En dessous de 9%, je pense qu'on préférerait mettre nous-mêmes notre argent ailleurs, donc je n'irai pas voir un investisseur. Par contre, avec ma petite secret sauce, je pense sincèrement à chacune des opportunités que je peux faire entre 12 et 14. Mais moi, quand je vais voir un investisseur, je ne me survends pas. J'ai plus tendance à parler droit dans mes bottes et à parler de 9-10%. Donc 9 et 14. Et sur des durées d'investissement qui vont dépendre en fait de chaque opération, comment ça se... La durée cible est de 7 ans, 8 ans. Okay. Là, aujourd'hui, je regarde par exemple un fonds de commerce avec très peu de rénovation. Mur et fonds ou fonds uniquement? C'est ça, on favorise mur et fonds quand même parce qu'on aime bien le sous-jacent immobilier. Mais les fonds de commerce sont très attrayants, font peur à quelques investisseurs, mais c'est là où on peut...
Parce que les gens qui ne connaissent pas l'hôtellerie pensent que la valeur est dans les murs et que le fonds peut se faire évincer. Il y a une jurisprudence en hôtellerie, si on veut sortir un fonds avant la fin de son bail, on paye 4 fois son chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on lui paye D'accord. la valeur de son fonds. Donc une fois que tu as ton bail signé, t'inquiète pas, t'es chez toi, personne ne te sort. Ok. Les gens pensent que le mur vaut beaucoup et que le fond vaut peu, comme une sandwicherie. Mm. En hôtellerie, c'est 50-50. Ok. Intéressant. Un fonds de commerce Mm. nous permet d'avoir des ROI beaucoup plus élevés s'il est bien Ok. acheté, c'est-à-dire avec peu de travaux, parce que c'est moins capital intensive. Donc voilà, des jolis fonds de commerce. Là, j'en ai un par exemple que je regarde avec très peu de travaux. On rentre, on change l'enseigne et on exploite jour 1, littéralement. Ok, donc là, il n'y a même pas en fait c'est-à-dire que l'exploitant actuel, il y a pas enfin, c'est quoi il y a une indemnité d'éviction, quelque chose, ou L'exploitant c'est vend son juste fonds. tu L'exploitant vends? vend Ah oui, son fonds, je d'accord, ok. récupère son droit au bail, je change le papier peint, je change les matelas, Ok. et tout est Ça clean. peut. Et là, à ce moment-là, moi, je peux rentrer et sortir dans 3 ans. Et là, c'est des ROI de villes de province qu'on peut viser, c'est des 20%. Des 20%. Ah oui, ok. En 3 ans, si on arrive à Donc, sortir en 3 ans, hmm. on atteint des très, très hauts ROI. Et toi, en fait, ton pari là-dessus, c'est d'identifier des fonds de commerce où tu vois, tu te dis, bon, il y a peut-être des sujets de gestion opérationnelle qu'on peut améliorer, clairement. Et donc, tu vas arriver avec tes process, ta tech, etc. Et dans ces cas-là, vraiment multiplier le chiffre d'affaires, un peu ce que tu as fait avec. Mon pari, moi, c'est l'intangible. Hmm, Aujourd'hui, ce que j'ai fait chez Maison Mère, ma chambre fait en hmm, moyenne 17 mètres carrés. Mes hmm. clients payent en moyenne 300-350 euros. Et Ouais. 1 sur 5 me laisse un commentaire sur TripAdvisor, 5 sur 5 avec un truc super Hmm. positif. 1 sur 7 revient Ouais, c'est avec ces prix-là. énorme comme Et juste chiffre. avant, avant les rénovations, je t'ai pas dit, l'hôtel était dans les Hmm. 40 derniers hôtels sur TripAdvisor dans tout Paris. Et aujourd'hui, on est numéro 1. On a Ah remonté oui. tout le classement uniquement avec de l'intangible. Donc, si tu réfléchis, on achète un... Si on veut faire 20% de plus de valeur, faut qu'on ajoute en général 20% de plus de Hmm. surface dans un immeuble. Donc, il faut 20% de plus de capex. Et donc, finalement, tout monte ensemble, le coût d'achat et la valeur de l'immeuble. Hmm. Moi, aujourd'hui, je peux tripler sans apporter de capex, juste avec des histoires, des expériences, une marque Ouais. et du service qui ne coûte pas en capex et qui est scalable. Donc moi aujourd'hui c'est ça ma vision, c'est de reprendre des hôtels, d'y apporter du capex, oui tout à fait, et parfois sans aucune rénovation, Hmm, et hmm. d'y apporter une histoire, une marque, une expérience, un système de gestion, et d'y dérouler ma secret sauce comme tu dis, devant la scène, derrière la scène, avec un organe de gestion central Hmm. qui est Moon Hospitality, la société de gestion, qui diffuse la secret sauce à toutes les unités Hmm. et avec un cercle vertueux parce que tous les intérêts sont alignés. Je suis co-investisseur, je suis gestionnaire, on est tous ensemble dans la même barque. Si tu devais définir ton partenaire investisseur idéal, ce serait quel type de profil? Alors nous, on regarde Mm. un large éventail de types de partenaires. On regarde nos Mm. amis de fonds d'investissement Mm. qui sont tous identifiés, avec qui on a des très bonnes relations. On parle à des individus aussi, mais je te cache pas que d'entrepreneur à entrepreneur, c'est plutôt ça que je rechercherais. Moi, je Mm. rechercherais quelqu'un qui a connu le terrain, qui a monté son entreprise, qui l'a revendue, un hôtelier Mm. ou autre, quelqu'un qui est passionné par le service, qui est quelqu'un qui est passionné par l'expérience client et qui a quelque chose à apporter Mm. en plus de son investissement et de son apport financier. Euh, voilà, je suis très sensible Mm. à Mm. cet Mm. aspect Oui, dans l'humain, entrepreneurial et encore terrain. une fois, on reste dans cette thématique-là. Comment ça se passe avec ton frère? Vous avez donc chacun un hôtel en gestion, enfin, Ouais. responsable chacun d'un hôtel. Euh, Ça se passe comment de travailler avec son frère? Bah écoute, ça se passe très bien. On a une relation très Mm. proche avec mon frère. On Mm. a moins de 2 ans d'écart Ouais. et on a tout fait ensemble. Mm. Dans les affaires, on a choisi de séparer chacun son territoire pour garder, se garder de potentielles disputes de tous les jours, de je sais Oui. pas comme ça, parce qu'on voit les choses de manière très Mm. différente. Et D'accord. c'est super parce que mon frère est beaucoup plus conventionnel et ça nous donne deux produits très différents, positionnés Mm. Mm. chacun très fortement dans sa niche Mm. et ça rend le petit groupe de 2 hôtels beaucoup plus résilient. Mon frère a fait un Mm. repositionnement exceptionnel avec l'hôtel Belmont
Oui, qui est près rue des Bassano. Champs-Élysées, rue Bassano, Exact. qui aujourd'hui, on nous appelle le mini Georges V, on reçoit des délégations moyen-orientales, et c'est un établissement assez reconnu dans le quartier, alors avec toute humilité, mais Oui, qui est oui. complètement différent de Maison Mère. Ah bah oui, toi qui as vu les deux, oui, Effectivement, tu as j'ai vu vu les deux. deux ambiances, deux salles, Donc, deux ambiances. c'est effectivement pas la même clientèle, pas le même positionnement. Il est plus imposant aussi en termes de volume, le Ouais, Belmont. C'est quoi, une soixantaine de chambres? 74 chambres, 3000 mètres Ouais, carrés, deux immeubles haussmanniens, ouais, c'est gros. dans le Triangle d'Or, c'est un beau bébé. Ouais, et tu dirais que le plus gros challenge pour toi en tant qu'hôtelier, investisseur, exploitant, enfin, voilà, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui? J'en vois deux là, très court terme, parce que j'en sors là à l'instant avant de Mm, venir te voir. Le sourcing, mm, aujourd'hui il y a un vendeur pour 100 acheteurs à Paris. Tout le monde veut un morceau de Paris, les Français, mais aussi les Chinois, les Américains. Et du coup, ça fait monter les prix au plafond. mm. Donc il faut se battre, il faut faire des offres j'allais dire en 24 heures, non, en 30 minutes. Ah oui, à ce point-là. Ouais, et Sur c'est des un jeu actifs qui d'échecs. sont importants quand même en plus. Ah On ouais, parle 30 de... minutes, 20 millions d'euros, hein. Ouais. Donc les banquiers, faut les Mm, avoir travaillé en amont. Donc sourcing compliqué et ensuite beaucoup plus mm, opérationnel. Ça va sonner un petit peu, mais l'humain, parce mm, qu'aujourd'hui moi ma vision, je suis très clair avec ma vision. Mais ce qui compte, c'est pas si moi je suis clair, mm, si les gens qui vont l'exécuter et qui vont la diffuser à mes clients sont clairs dessus. Donc mm. moi je passe mon temps à recruter, former, Ok. malheureusement licencier. Et ensuite former. L'onboarding dont je te parlais, on a créé un parcours de formation digitale. Tous les 2 mois ou tous les mois et demi, 2 mois, on sort avec mon équipe, on fait des jeux de rôle. C'est Mm. des jeunes Fais qui ne les travaillent escape pas que games. des escape games, Faut que des tu en fasses raclettes, dans la tes hôtels dernière. d'ailleurs, tu peux. On a déjà fait Ok. on a déjà fait Mm, ça. Et donc oui, l'hôtellerie n'est pas de mm. la pierre, l'hôtellerie est organique. Ah L'hôtellerie est bah, faite par ces c'est une personnes. vraie PME, hein, donc comme le disait Jean-Marc d'ailleurs très justement dans le précédent Mm, podcast où j'ai reçu, il dit l'hôtellerie en fait oui c'est un investissement immobilier certes mais c'est surtout une PME à mm, gérer quand tu fais de l'exploitation évidemment c'est ce qui fait le succès ou non de ton établissement quoi. mm. Mm. Donc gros challenge effectivement opérationnel. Ouais, clairement. Mm. Et dans 10 ans comment t'imagines ton groupe? Donc tu m'as parlé de l'international, tu le vois déployer avec ton frère. Comment vous répartissez les rôles? Puisque aujourd'hui, voilà, vous avez chacun le vôtre, mais donc le prochain actif, qui va le gérer? Bah, chacun aura ses actifs, Ok. chacun aura sa patte, chacun aura son Mm. positionnement. Dans 10 ans, je nous vois avec des actifs corps et des actifs, donc des actifs en détention, des actifs Ouais. en gestion, parce on sera rentré et Ok. sorti. Mais en tout cas, Moon Hospitality sera un groupe hôtelier gestionnaire et propriétaire, gestionnaire pour certains, propriétaires Mm. pour d'autres, de plusieurs hôtels expérientiels partout en Europe, avec chacun sa patte, avec de l'hôtel fun, de l'hôtel business. Et moi, je me vois à la recherche de produits, d'actifs, mais aussi Mm. d'inspiration. Il faut en permanence se réinventer et être à l'écoute des usages. Nous, ce qu'on vend, c'est des lieux de vie, des lieux où les personnes vont vivre. Si on ne comprend pas comment les personnes vivent, on peut Mm. rater un tournant. Mm. Comme Mm. Kodak aurait raté le tournant du numérique, l'hôtelier doit être à l'écoute de quels sont les nouveaux usages. Si on loupe un épisode, on est fini. Mm. Donc moi, mon idée, c'est de développer des nouveaux concepts et de rechercher des bons actifs et ensuite de diffuser ma vision à travers l'Europe et de penser l'hôtellerie comme un divertissement. Mm. L'objectif, c'est qu'on se souvienne de son hôtel de la même manière qu'on se souvient d'une visite ou d'une après-midi shopping avec un vrai impact émotionnel. Ouais, de l'émotion. Et ça, tu l'appliques aussi de manière plus étendue à d'autres concepts type para-hôtelier. En fait, on en avait discuté. Ouais. Tu me disais l'appart-hôtel aussi. C'est quoi ton point de vue par rapport à ce marché qui est en plein boom, qui est en train voilà, de se développer aussi dans les grandes villes? C'est un de mes petits bébés, c'est Mm. un de mes jolis projets, l'appart-hôtel. Moi, je suis persuadé qu'il y a un boulevard dans Mm. l'appart-hôtel, mais ça reste entre nous, il ne faut pas Ouais. trop ébruiter la Non, pas chose. du tout. Ça va pas du tout être un sujet qui va arriver sur la table. Aujourd'hui, les usages font Mm. que
On voyage beaucoup plus dans des petits appartements. C'est un peu l'offre Airbnb, hein, voyager comme un local. On cherche un bien avec des petites parties communes, qu'on soit en corpo. Moi, quand j'étais consultant en strat, on avait des budgets faramineux pour l'hôtellerie, on cherchait un appartement parce qu'on en avait marre, on voulait pouvoir cuisiner et passer du temps sur notre canapé. Les familles aussi recherchent plus des appart-hôtels, mais l'offre n'est pas au niveau. On est sur des enseignes poussiéreuses qui n'ont aucun apport expérientiel, qu'on connaît tous, que je ne vais pas citer. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est offrir une expérience hôtelière sans personnel. L'appart-hôtel, c'est de l'or en barre pour un investisseur, ça approche les 70% de BE. Ah oui, je rigole pas, 70%, 7, de 0. Bah, tu n'as aucune charge en fait. Tout est variabilisé. Tout est variabilisé. Très très peu de personnel, on est accueilli par un concierge. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est d'offrir une vraie expérience hôtelière par la tech, par les process. On arrive, le réceptionniste n'est pas là, c'est pas grave, il est ici. Ouais, dans ton téléphone directement, ton concierge. Sur WhatsApp. Et tu es accueilli comme dans une maison. On parlait de la maison d'hôte urbaine. Là, on est chez Gisèle, la même qui nous accueillait chez elle, dans son hôtel. Là, elle nous accueille chez elle, nous a laissé les clés. Elle est en voyage, elle nous a laissé les clés de chez elle. Donc on arrive, on a un gâteau dans le four qui nous attend. On a l'odeur du beurre et du sucre dans l'appartement. On a des petits mots un petit peu dispersés partout dans l'appart. J'ai pensé à toi, regarde ici, le petit chocolat là. Descends voir Mario avec ce mot, tu seras accueilli. Et on prévient... le propriétaire de la trattoria pour qu'il nous accueille, qu'il fasse une dégustation. On processise, on cérémonialise, on crée un parcours client pour nos clients et on encapsule ça dans 12 personas marketing et 12 parcours différents. Et je te la fais en 20 secondes, mais grosso modo, on arrive à créer de l'émotion sans personnel en utilisant la tech, pourquoi pas l'intelligence artificielle, l'outsourcing dans une unité centrale, l'humain et le process et le marketing. Et avec ça, on peut avoir des prix moyens, des PM, comme on dit chez les hôteliers, très élevés, avec très peu de cost. C'est-à-dire qu'en fait, sur le prix moyen à la chambre aujourd'hui, dans un appart type Airbnb, Prestige, etc., toi, tu le rapproches d'une nuitée à la chambre, une nuitée d'hôtel. Aujourd'hui, tu es sur les mêmes prix avec différentes chambres et sans personnel. Aujourd'hui, un appart-hôtel se vend au même prix qu'un hôtel en comptant le nombre de chambres. Un appartement de 2 chambres va se vendre le prix de 2 chambres d'hôtel. Et ajoute à ça de l'expérience, ajoute à ça quelque chose d'un petit peu bien fait, bien cérémonialisé, bien construit. On peut atteindre, dépasser ces prix-là avec des costs déliramment bas et avec des EBE incroyables. Et c'est des petits bonbons. Et moi, j'ajouterais à ça autre chose, c'est qu'un hôtel ne peut pas être rentable en dessous d'une certaine nombre de chambres. Parce qu'on a un socle de coûts fixes en dessous duquel on ne peut pas descendre. Il faut qu'on paye dans tous les cas nos réceptionnistes, nos restos au petit-déj. Et c'est quoi ce seuil ? Combien de chambres ? À partir de combien de chambres ? Chacun, ça se discute. Moi, je dirais 30. En dessous de 30, 25, je ne regarde pas. Et peu d'hôteliers regardent, ou peu d'investisseurs regardent en dessous de 25. Et moi, avec mes appart-hôtels, j'y vais. 10 chambres, 15 chambres, j'y vais. Et du coup, je suis sous les radars en termes de sourcing, beaucoup moins de compétition, donc je peux acheter moins cher. Donc du coup, ton ROI qui est fait de ton prix d'achat, prix de vente et de tes cash flows intermédiaires, il est au plafond parce que le prix d'achat est plus bas parce que moins de concurrence et tes cash flows intermédiaires sont plus élevés parce que tes EBE sont de 70%. Ok, super intéressant. Et toi, aujourd'hui, tu étudies ce type de produit pour le développement de ton groupe. Donc, il y a réellement différents... alors, l'hôtellerie, évidemment, cœur. Et para-hôtellerie, gros potentiel, en fait. Ouais, on y voit un énorme potentiel. Ok, écoute, trop bien, Aziz, merci beaucoup. Dernière petite question, peut-être, pour clôturer cette discussion, à moins que tu aies autre chose à nous dire. Mais je voulais un peu comprendre, derrière l'hôtelier et tout ça, quelle était ta philosophie de vie, un peu ton motto dans la vie pour, si tu devais résumer derrière Aziz, le chef d'entreprise et l'homme qui gère les hôtels. Écoute, il y a une chose, c'est que j'adore l'histoire de Peter Pan. Tu sais, l'enfant adulte, garder cette fibre d'enfant. Moi, je m'éclate tous les jours et je veux m'amuser. Je veux, ici, en faisant ce groupe, moi, je joue c'est mon rêve d'enfant, de construire quelque chose. Donc, je veux m'éclater tous les jours, m'amuser chaque jour qui passe et faire la même chose, que je sois payé ou pas. Je choisirais de faire la même chose sans parler d'argent.
Ensuite, une deuxième chose, c'est l'aspect humain est très important pour moi de créer un groupe qui est heureux et qui s'éclate dans ce qu'il fait et qui produit avec moi. Et donc, je dirais, pour finir sur une citation toute faite, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est un bon mot de la fin. Merci Aziz pour ce moment. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup Lorraine de m'avoir invité ce soir. À bientôt, merci. Au revoir.